oui. Il faut des... Ça va? Ça fait pas vite? Ça fait pas vite? On y va. Bonsoir à tous. Bienvenue. Bravo. Bravo, vous vous êtes mobilisés pendant 2 jours sur ce Forum mondial Normandie pour la paix, c'est une grande joie. Bienvenue à ce second nocturne du Forum. Et ce soir, une soirée littéraire, les écrivains et la paix. C'est vrai que l'ambition de Normandie pour la paix, c'est de pouvoir évoquer la paix dans toutes ses dimensions, un peu à 360 degrés. On a parlé tout au long de ces 2 jours, bien sûr, de géopolitique, de relations internationales, d'armes, de militaires, mais on a aussi parlé de science. On a parlé beaucoup d'éducation avec une jeunesse très présente. On a parlé de culture. Avec l'UNESCO, avec un certain nombre d'intervenants. Et il nous a semblé intéressant, en partenariat avec l'Obs, eh bien, de pouvoir faire parler des écrivains, comment eux, ils aiment écrire sur la paix, quel est leur regard sur cette paix. Et pour animer cette soirée, je le remercie très chaleureusement de sa présence. Je vous demande d'accueillir Jérôme Garcin. Jérôme Garcin. J'enlève le masque, je garde la plume et je vous remercie à tous d'être là ce soir pour cette soirée littéraire, j'allais dire pour ce moment de répit, depuis 2 jours ici au Forum mondial Normandie. Pour la paix, sur le thème « Prévenir la guerre, répondre aux nouvelles menaces », vous avez écouté beaucoup de professeurs, de chercheurs, de décideurs, d'économistes. Place donc ce soir aux écrivains qui ont l'art, sinon de prévenir la guerre, du moins d'en témoigner et par leurs écrits d'œuvrer pour la paix. Autour de moi, en présentiel ou en visio, 2 romancières, la franco-rwandaise scolastique Mukasonga et la française itinérante Justine Augier, qui ont en commun d'ailleurs d'avoir été toutes 2 consacrées par le jury Renaudot, quand j'y étais. L'écrivain, médecin, diplomate, académicien français Jean-Christophe Ruffin, l'artiste centaure Bartabas, qui mérite aussi le beau titre d'écrivain depuis qu'il a publié en février dernier D'un cheval l'autre. Enfin, le journaliste et historien, surtout mon ami de l'Obs, François Reinhardt. Alors, avant d'ouvrir le débat sur le thème cher à Sartre, que peut la littérature, je vais faire venir à cette tribune Justine Augier, Bartabas, François Reinhardt. Il y a de la place. Alors, s'il y a en présentiel, en visio, pardon, Jean-Christophe Ruffin et Scholastique Mukasonga, c'est d'abord parce qu'il ne... Pour ce qui est de Jean-Christophe, d'abord, je le remercie d'être là parce que je sais qu'il est en quarantaine. Il n'est pas au meilleur de sa forme, mais il a accepté, au moins au début, j'allais dire de l'émission, non, de cette soirée, d'être présent avec nous. Donc on va le faire passer, si vous permettez, mesdames, en premier, et notre amie Scholastique Mukasonga, qui elle n'est pas loin. D'après ce que je vois, cher Scholastique, vous êtes, où tu es, on se tutoie, mais on va se vous voyez ce soir, à Saint-Aubin-sur-Mer, c'est ça, hein, à côté, juste à côté. Alors... Oui, heureusement, vous avez parlé en français parce que moi, l'anglais...
Alors Jean-Christophe, parce qu'après il va aller se soigner, je pense, à côté. Jean-Christophe, je rappelle ici à Caen, pas tous ces états de service parce que ça prendrait 3 heures, mais au moins l'essentiel, médecin, écrivain, président d'Action contre la faim et diplomate, j'y ajoute même une vie éternelle puisque vous êtes académicien français. Depuis 2008, médecin, vous avez choisi la neurologie, au début en tout cas, discipline chère à mon cœur. On se comprendra que vous avez exercé un temps à la Salpêtrière. Et puis vous êtes parti sur les routes du monde en participant à la création de Médecins sans frontières et dirigé des missions en Afrique et en Amérique latine, et puis notamment en 1976 en Érythrée, alors ravagée par la guerre. En 1999 au Kosovo, vous avez été, Jean-Christophe, l'administrateur de l'association Première Urgence. Auparavant, vous avez été attaché culturel français au Brésil et même conseiller de François Léotard, ça je l'avais oublié, quand il était ministre de la Défense, maître de conférences à l'école de guerre, c'est-à-dire aussi à l'école de paix, j'espère. Et enfin, vous avez été en 2007 nommé ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie, tout en continuant votre volumineuse œuvre d'écrivain, L'Abyssin, Rouge Brésil, prix Goncourt, 2001, Grand Cœur, Immortelle Randonnée, un de mes préférés, votre pèlerinage à Compostelle, et enfin toute la série des énigmes d'Aurèle le Consul. Voilà, c'était un peu un rapide portrait, Jean-Christophe Ruffin. Vous connaissez le thème de cette soirée à Caen, de ces jours à Caen, prévenir la guerre. J'aurais voulu savoir, puisque vous avez été toujours, si j'ose dire, au contact des grands conflits, de la guerre, à la fois comme médecin, c'est très important, mais aussi comme écrivain. Est-ce que vous avez le sentiment que l'un a pris le pas sur l'autre, je veux dire le médecin sur l'écrivain? Bonsoir, merci d'abord de m'accepter à distance, mais je pense qu'il vaut mieux que je garde mes microbes pour moi-même. Donc, sur cette question de rapport entre la médecine et la guerre, je dois dire que si j'ai choisi ce métier, si j'ai choisi la médecine, c'était un peu quand même en référence à la guerre, puisque j'avais sous les yeux, quand j'étais enfant, l'exemple de mon grand-père qui avait fait les 2 guerres, si je puis dire, la première comme médecin directement et la deuxième, malheureusement, parce qu'il participait à un réseau de résistance comme prisonnier dans un camp de concentration. Donc pour moi, la médecine était une discipline d'engagement qui fatalement devait conduire un jour à rencontrer effectivement la guerre. Moi, ce que je voulais dire par rapport au sujet, enfin, pas comment vous voulez conduire ça, Jérôme, mais quelques mots d'introduction peut-être sur cette notion de guerre, avant de parler de paix. Ce qui me semble, pour en avoir vu quand même plusieurs, avoir pris part comme témoin, si je puis dire, à des conflits, c'est que la plupart des gens aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que la guerre. Je vous donnerai un exemple. Quand le conflit est apparu en Bosnie et que Sarajevo a été encerclé, beaucoup de gens, en France notamment, ont décidé spontanément, comme ça, ils étaient boulangers, garagistes, peu importe, d'aller apporter de l'aide en Bosnie. Et alors on voyait ce spectacle extraordinaire de gens qui arrivaient parfois au milieu de champs de bataille sans s'en rendre compte, parce qu'évidemment, quand vous arrivez dans une guerre, c'est pas marqué, c'est pas écrit, attention, c'est la guerre. Et c'est un phénomène qui est très intéressant, c'est que la guerre, c'est local et c'est très hétérogène. Je me souviens d'avoir été aux Philippines au moment de la chute du dictateur Marcos. Et je suis arrivé aux Philippines et je ne voyais rien à Manille. Et puis je suis allé manger une pizza et sur la télévision, à pizzeria, on voyait des émeutes. Alors j'ai demandé au garçon qu'est-ce que c'est. Il m'a dit c'est la révolution. Je lui ai dit où? Mais il m'a dit ici, mais pas dans ce quartier. C'est-à-dire que ce phénomène local, c'est très très important à comprendre parce que beaucoup de gens se font de la guerre une représentation totale. Or, ce sont des phénomènes fins, ce sont des phénomènes différenciés et donc des phénomènes difficiles à cerner. Voilà, c'était le premier point que je voulais souligner. La deuxième chose, je peux dire, c'est que toutes ces guerres d'aujourd'hui ont une grande différence par rapport à celles qu'on voyait il y a 20 ans, 25 ans. Il y a 20 ans, 25 ans, le paysage international était ordonné. Il y avait la guerre froide qui structurait tout ça. Il y avait l'Est, l'Ouest, il y avait toujours un interlocuteur un peu
parrain, si je puis dire, qui permettait d'avoir des dialogues de paix qui soient relativement fiables et constructifs. Depuis lors et aujourd'hui, les conflits ont éclaté. Ils ont éclaté avec une multitude de factions, de gens que personne ne contrôle et parfois même que personne ne connaît. Ce qui fait que quand vous essayez de bâtir une paix, c'est extrêmement difficile parce que vous avez des gens qui vont signer, mais vous en avez plein qui ne se sentiront pas concernés du tout. Voilà. Et donc, tout ça, c'est, je dirais, le paysage de la guerre, qui est évidemment passionnant à observer, et qui fait que la paix aujourd'hui est un défi peut-être beaucoup plus grand encore à relever que par le passé, parce que la mécanique de la paix est une mécanique aujourd'hui très fine, très locale, comme la guerre elle-même, et par conséquent, elle requiert, j'allais dire, beaucoup de patience, et malheureusement, on l'a vu dans les conflits actuels, que ce soit l'Afghanistan ou ailleurs, eh bien, les choses sont très éphémères. Quand on construit une paix, souvent, elle ne tient pas parce que les choses sont trop dispersées. Et quelle fonction, Jean-Christophe Rufin, attribuez-vous précisément à l'écrivain que vous êtes devenu après avoir été ce médecin humanitaire? Je pense que les écrivains ne doivent pas se faire trop d'illusions sur leur rôle, malheureusement. Ce sont des témoins. Leur action se fait, j'allais dire, de façon souterraine et peut-être inconsciente et peut-être pas forcément d'ailleurs auprès de ceux qui en auraient le plus besoin, parce que souvent on prêche des convertis et il faudrait pouvoir s'adresser aux belligérants eux-mêmes, ce qu'évidemment on ne peut pas faire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une influence extraordinaire de la guerre sur la littérature, je pense. Et je ne parle pas des romans de guerre eux-mêmes, hein, je parle de la question qui est centrale dans beaucoup d'œuvres. Je dois dire que, en ce qui me concerne, c'est ce qui m'a toujours évidemment mu pour écrire, c'est-à-dire la question du rapport à l'autre. Parce que la guerre, c'est une forme de rapport à l'autre, une forme extrême, dans laquelle, effectivement, on conçoit l'autre comme un ennemi, donc comme quelque chose qu'il faut détruire, hein, et avec lequel, d'une certaine manière, qu'on représente hors de l'humanité. L'ennemi, c'est quelqu'un qui est hors de l'humanité, puisqu'on peut tout lui faire. Hein, dans les guerres européennes, hein, pour ne parler que d'elles, la guerre de 14, par exemple, les gens se tuaient à coups de pelle, hein, alors qu'ils étaient à 10 mètres les uns des autres pendant des mois, ils s'entendaient, ils se parlaient. Et puis, quand il y avait un assaut, ils étaient capables de se détruire à coups de pelle. C'est-à-dire, ils étaient capables de nier totalement l'humanité de l'autre. Et je pense que si l'écrivain a un rôle, c'est de rappeler que l'humanité est partout, même chez l'ennemi. Et que celui d'en face, celui qui est de l'autre côté de la tranchée, eh bien, à tout moment, peut devenir un ennemi, enfin évidemment un ennemi, politiquement un ennemi, mais que c'est d'abord un frère, c'est d'abord quelqu'un qui vous ressemble, c'est quelqu'un qui partage un certain nombre de valeurs. Et ça, je pense que l'écriture est porteuse de ça, bien au-delà de ce que j'écris moi. Je veux dire, beaucoup d'écrivains passés et de nos contemporains sont habités par cette volonté d'humaniser tout, y compris l'extrême. Et ma dernière question, avant de vous laisser un peu en paix, si j'ose dire, Jean-Christophe Rufin, quand vous avez été en poste comme ambassadeur en Afrique, c'est-à-dire au Sénégal, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'à ce moment-là, vous étiez dans un vrai travail de paix, c'est-à-dire que vous étiez en train d'œuvrer pour la paix quand vous étiez comme diplomate en Afrique? Ça m'est arrivé, pas tout le temps, mais ça m'est arrivé notamment à propos du conflit mauritanien. La Mauritanie, à un moment donné, a basculé dans une forme de pouvoir très extrémiste et qui était en train de faire éclater le pays. Et il y a eu une médiation de paix qui a été menée par les Sénégalais, auquel j'ai pris part, et qui était très passionnant. Alors, c'était très intéressant parce que les Mauritaniens étaient venus à Dakar pour discuter, donc il y avait les différentes factions qui étaient vraiment ennemies. Et ils avaient fait venir deux jeunes filles qui faisaient du thé. Vous savez, le petit thé bien fort, là. Et alors, les discussions duraient des heures et des heures, parce que là encore, la paix ne peut se faire qu'en entrant, c'est-à-dire dans l'esprit de l'autre et dans le temps de l'autre, qui n'est pas forcément le vôtre. Le temps des hommes du désert, c'est le temps infini. Alors le thé servait à tenir le coup. Alors elles passaient avec leur petit verre de thé,
Alors on buvait ça. Alors vous savez, le premier verre de thé, c'est sympathique. Quand vous en êtes à votre 32e verre de thé et qu'il est 5 heures du matin et que rien n'a avancé, c'est assez extraordinaire parce que parfois des choses se passent et à un moment donné, il y avait deux femmes, enfin, il y avait plusieurs femmes dans les délégations, mais il y a deux d'entre elles qui se sont levées, qui ont dit on n'arrivera à rien. Mais nous, les femmes, on peut peut-être faire quelque chose. On va aller dans le couloir, on va discuter, nous, entre femmes, et peut-être qu'on va trouver la solution. Alors, on avait bu tellement de thé qu'on était prêt à tout entendre, je veux dire, y compris ça. Elles sont sorties, et malheureusement, ce n'est pas pour mettre du pessimisme dans votre débat, mais quand elles sont revenues, elles n'avaient pas réussi à faire la paix. Merci en tout cas d'avoir été là. Je demande aux auditeurs qui sont ici à Caen de vous applaudir, vous remercier parce que vous combattez un autre ennemi aussi, je sais, qui est le Covid. Moi, je dis le Covid. Je sais que tout le monde dit la Covid, mais moi, je dis le Covid. Donc, merci en tout cas d'avoir été là aujourd'hui. Jean-Christophe Ruffin. Merci. Cher scolastique Mukasonga, que j'ai plusieurs fois surnommé la Tutsi du Calvados, puisque vous, oui, vous êtes tout près, à Saint-Aubin-sur-Mer, puisque je le rappelle rapidement, vous avez ici exercé, je crois que c'est juste fini, la fonction d'assistante sociale dans le Calvados. Je ne me trompe pas. Non, tu ne te trompes pas, Jérôme. Malheureusement, le Covid voilà, a fait que, malheureusement, ce n'est pas si simple, mais je n'en fais pas facilement le deuil, mais c'est comme ça. Alors, on va parler un peu avant de vous libérer. Je rappelle rapidement que vous êtes né dans la province de Gigankoro au Rwanda, un temps exilé au Burundi. Vous êtes arrivé en France en 1992. Vous avez commencé à écrire il y a 15 ans pour témoigner du génocide de 1994 perpétré par les Hutus, au cours duquel votre mère, votre père et une trentaine de membres de votre famille ont péri. Vos premiers livres, dont Inyenzi ou les cafards, sont des tombeaux de papier où vous honorez vos morts. Et puis le temps a passé. Vous avez reçu, je le disais, le prix Renaudot pour Notre-Dame du Nil, qui est sorti au cinéma. La caméra étant tenue par Atik Raimi. Et vous êtes, c'est très important ce soir de le rappeler, vous êtes retourné à Kigali. C'était en 2014, scolastique, pour les commémorations du 20e anniversaire du génocide, où vous êtes devenue une sorte d'ambassadrice de la paix et de votre pays natal, désormais, en tout cas je l'espère, réunifié. Cette année-là, d'ailleurs, vous avez reçu le prix Seligman contre le racisme et l'intolérance. On va arriver à ce moment, pour moi, très important de Kigali 2014. Avant, scolastique, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'a été votre parcours vraiment au cœur de la guerre? Mon parcours a été un parcours de combattant. J'avais la mission de ne pas mourir. Je peux pas, je sais pas. Si un jour ça m'attrapera, mais je suis née dans la... Je ne connais que la discrimination, la haine, le rejet. J'ai grandi dans le cas de Nyamata, de déportation des Tutsis. Et j'ai eu la chance de grandir aux côtés des parents qui étaient des vrais résistants, qui étaient des parents aimants, qui nous ont donné l'amour, là où le quotidien, c'était la promesse de la mort. J'ai toujours, depuis l'âge de 3 ans,
j'ai appris à ne pas avoir peur. J'ai appris à devoir survivre. J'ai appris à partager. C'est ça qui est très important. Dans ce cas de déporté de Tutsi à Nyamata, où on nous avait parqué que nous, entre Tutsi, pour survivre, parce qu'on était cernés par la mort. Il y avait le camp militaire de Gako qui était le grand camp militaire du Rwanda, le deuxième grand camp militaire du Rwanda, qui devait nous barrer le passage entre le Rwanda et le Burundi. On ne devait pas échapper. Et puis après, dans les années 67, on avait installé un camp de miliciens au bord du lac Kyowa, qui était notre seul point d'eau, parce qu'à Nyamata, c'était le désert du Rwanda, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de rivière, il n'y avait que les lacs, que d'ailleurs nous avons puisé jusqu'à les épuiser. Donc nous avons développé la solidarité, c'est ça que je voulais dire. Tout à l'heure, Jean-Christophe parlait des initiatives des mères, des femmes. Et les mères ont été des vraies battantes. Elles les ont absolument, elles ont fait tout pour nous les enfants, pour nous protéger des souffrances, au fait, pour nous donner, pour nous projeter dans la vie qu'on nous refusait. Et c'est la raison pour laquelle il me fallait écrire d'ailleurs La femme au pied nu pour absolument rendre hommage à son combat, à cette force extraordinaire. Et j'ai grandi dans l'amour des parents, et j'ai grandi dans le fait que je pensais que je n'ai jamais pensé à la mort, et pourtant elle était présente. Avant le génocide, on a connu quand même beaucoup de ce que j'ai appelé des mini-génocides. Hein. On arrive en 60, déjà en 63, on avait commencé à tuer les gens qui avaient essayé de monter en semblant de vie à Nyamata, les commerçants. On a jeté d'ailleurs dans une prison au nord du Rwanda, là où il y a les volcans et les gorilles, et on ne les a jamais vus revenir. Et puis après, c'était toujours en termes, donc 67, c'était les jeunes gens. Et puis donc, il y avait toujours, c'était pas le génocide vraiment, parce que c'était pas le Gutsemba-Tsemba, comme on dit en Kinyarwanda. C'était par groupe de personnes, par aujourd'hui sur les jeunes, après ça sera les intellectuels en 73, et c'est là où je quitte le Rwanda. Donc là, ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai eu la chance, cette chance exceptionnelle, de faire partie du quota de 10% admis dans les écoles secondaires, et que j'ai pu apprendre le français, et qui était pour les parents le passeport pour la vie. J'aime beaucoup le français. Attention, il ne faut pas toucher... quand on me dit de parler de la francophonie, je ne suis pas ingrate, je sais ce que je lui dois et je sais que ce que les miens doivent au fait que j'ai appris le français. Donc, depuis 1973, j'ai été la mémoire de la famille. Et c'est pour cela que en 1994, quand j'ai appris le génocide ici à Hérouville-Saint-Clair, où je suis arrivée en 92, je me suis rendu compte que les parents avaient pensé que je serais la mémoire, que les années avaient passé, mais que malheureusement, le fait était là, il fallait que je sois la mémoire, que je sois à la hauteur. Et le fait d'être, pour terminer, le fait aussi d'avoir eu parce que je pense que j'ai eu aussi des chances dans la vie, le fait que j'ai pu arriver ici en Normandie, sur les côtes normandes, dans ces lieux de mémoire, où je suis entourée de toute cette mémoire de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai pu
me reconstruire quelque part, ça m'a donné les forces. Hein. Les premiers livres, mes deux premiers livres, donc qui sont des livres de mémoire, hein, de devoirs de mémoire, je les ai écrits dans un petit cimetière qui n'est pas loin de chez moi, qui est à Béni-sur-Mer, un petit cimetière canadien. Et j'avais repéré un petit abri où je m'asseyais, je regardais toutes ces tombes et en même temps, il y avait bien entendu, ça vous envoie beaucoup de messages à série de mémoire. Et il y a la souffrance, bien sûr, la douleur, mais en même temps, il y a la mémoire qui est préservée, qui est conservée, et c'est ça qui est très important. Donc, je m'inspirais de ce que je voyais devant moi et je construisais moi aussi le tombeau pour les miens qu'ils n'avaient pas. Scolastique, je voudrais encore vous poser une question. Quand vous êtes retourné en 2014 à Kigali pour cet anniversaire, triste anniversaire du génocide, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'à ce moment-là, la paix était enfin revenue et qu'elle allait durer? La paix, c'était prématuré. Donc, j'ai pris quelques notes de ce que j'avais noté après. Sinon, ça va me donner peut-être une réponse beaucoup plus pertinente. Là, c'était bien sûr le 7 avril 2014. Il y avait une grande cérémonie officielle donc, au stade principal de Kigali, qui d'ailleurs porte le nom Amahoro, c'est-à-dire la paix. Il y a eu de nombreux discours donc, de chefs d'État qui se sont succédés, qui étaient venus pour nous soutenir le dos, comme on dit en Kinyarwanda, kudufata mu mugongo. Là déjà, c'est une marque de dire qu'il y a un processus vers la paix, parce que nous qui avions connu le génocide et que nous avons vécu la bande totale de la communauté internationale, tout le monde avait détourné le regard, on s'est trouvé seul devant l'ennemi, devant les tueurs. Et là, en ce jour-là, 17 avril 2014, j'ai pu absolument constater que le malheur a eu lieu, le mal a été fait, mais qu'on peut se reconstruire, on peut se réparer. Et cette journée 17 avril 2014, l'après-midi était consacré à la cérémonie de la flamme. Elle s'est déroulée à l'école technique officielle qu'on appelle l'ETO. Dans cette école, en 1994, pendant le génocide, des milliers de Tutsis ils se sont rassemblés et ils ont été massacrés dans cette école. Le stade était plein à craquer. Une foule considérable s'entassait dans les gradins. La pelouse était envahie de monde. Je suis parvenue difficilement à me faire une place sur les gradins. Au milieu du terrain, il y avait une chorale d'enfants qui ont chanté la chanson qui est en quelque sorte l'hymne de Kwibuka. Kwibuka, c'est souviens-toi. Donc d'ailleurs, la commémoration, c'était Kwibuka 20 ans après. Et les enfants chantaient, c'est la flamme éternelle, c'est la flamme du souvenir, elle est à toi, elle est à moi. Et chacun tenait une torche, et tous se dessinaient en chantant les figures de danse. Le chant était entrecoupé de témoignages de rescapés, de témoins et même des musiciens
qui avait purgé les peines. Là, déjà, c'est une marque dopée. Donc, les miliciens, les tueurs étaient présents aussi pour commémorer le Kwibuka, souviens-toi. Scolastique, pardon, mais je vais vous demander un tout petit peu d'abréger parce qu'il faut que ceux qui sont ici à Caen, à la tribune, puissent aussi s'exprimer et que le débat ait lieu. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous pourriez dire à ceux qui participent à ce forum pour la paix ici à Caen, Scolastique? Le dernier mot de ce que j'ai pour rapport à la paix, c'est la distribution d'un ruban, un petit tissu, un petit bout de tissu, que tout le monde se passait et tout le monde devait mettre un petit mot sur son ruban. Moi, j'étais tellement plongée dans le fait de voir tout ce monde qui est venu absolument contribuer à la construction de la paix au Rwanda, que je n'ai pas mis le petit mot sur le ruban et que je n'ai pas rendu le ruban. Ce ruban, je l'ai emporté avec moi et je l'ai mis dans mon livre Nyenzi ou les cafards comme un lien qui me relie à mes gens. Et donc, en conclusion, cette journée a été une marque de paix. Tous les Rwandais étaient réunis, il n'y avait plus de Hutus, il n'y avait plus de Tutsis, et la communauté internationale qui nous avait abandonnés était présente. Merci Scolastique Mukasonga de nous avoir retrouvés ici à Caen par le miracle de la visio. Voilà, et ici, maintenant, en chair et en os, démasqué, Justine Ogier. Justine Ogier, je rappelle que vous avez travaillé pour une ONG française et les Nations Unies, vécu à Kaboul, à Vienne pour les Nations Unies, 5 ans à Jérusalem, New York, Beyrouth. Votre dernier livre, paru en 2017, qui s'appelait De l'ardeur, qui vous a valu le prix Renaudot de l'essai, est une enquête sur Razan Zetouneh, une avocate syrienne militante des droits de l'homme enlevée en 2013 à Douma, près de Damas, par un groupe armé salafiste dont on n'a depuis plus jamais eu de nouvelles. Vous racontez comment cette dissidente, bravant le régime de Bachar el-Assad et ignorant les menaces de mort, n'a eu de cesse de documenter les crimes et les violations commis en Syrie, d'où il lui était bien sûr interdit de sortir. Portrait de Razan, qui est aussi me semble-t-il, là c'est moi qui parle, un autoportrait en creux, où vous écrivez que vous avez toujours eu besoin de vivre loin de Paris, loin de la France, loin aussi d'ailleurs du milieu littéraire. Vous avez frôlé ces lieux ou vécu dans ces lieux en guerre. Vous n'en avez témoigné qu'à travers ce livre de l'ardeur, parce que le reste, ce sont des romans, même si on peut considérer Jérusalem comme un livre aussi qui porte sur un conflit toujours actuel. Est-ce que vous avez le sentiment qu'écrire, c'est utile pour œuvrer pour la paix? Ça commence fort, c'est une question, là on rentre dans le vif du sujet. Utile, je ne sais pas très bien, je sais pas très bien comment mesurer l'utilité de la littérature pour lutter pour la paix. Cela dit, je pense que la littérature a une forme de... Enfin, tente toujours d'appréhender la complexité, la multiplicité du réel. C'est un peu ce que Jean-Christophe Ruffin disait tout à l'heure à propos de l'humanité qu'on essaye de trouver chez chacun. Je pense que le conflit naît presque toujours d'un refus de se confronter à cette multiplicité, au fond. C'est l'enfermement dans des lectures univoques, dans des lectures qui sont prisonnières de visions binaires, simplistes, idéologiques. Et je pense que la littérature, enfin la bonne littérature, telle que je la conçois en tout cas, elle vise justement à ne jamais écraser le réel comme ça, à ne jamais, enfin toujours à lui redonner une épaisseur. Et en ça, je pense que c'est... Alors voilà, c'est pas phénoménal hein, comme rôle. Mais ça, c'est un des rôles importants. Je pense qu'il y en a
un autre, enfin, je continue de répondre? Oui, ça va. Mais j'ai le tout à temps. fait. Après, on fera un débat. Mais ce qui m'intéresse dans un Dites-moi, premier, ouais. dans un premier tour de table, c'est que chacun parle de soi et de son expérience Alors, qu'il a, effectivement, des lieux de conflit, vous en avez connu, et puis aussi des hypothèses mais de paix. Alors, les lieux de conflit, moi je suis partie, donc je vais faire je vais raconter brièvement, mais je suis partie, j'ai étudié d'abord la littérature et les relations internationales, j'ai toujours été un peu voilà, prise entre ces deux camps en tentant de me trouver un peu une place, et je suis partie très jeune en Afghanistan, juste après la chute des talibans. Il y avait un grand optimisme qui régnait à ce moment-là dans le pays, c'était 2002. Moi aussi, j'étais très optimiste, j'étais très jeune. En fait, rapidement, il y a eu... Enfin, mon engagement, je me suis mise à le questionner en début 2003, quand les Américains et les Britanniques sont intervenus en Irak, et que notre situation à Kaboul en tant que représentant de la communauté internationale, en tant que membre de la communauté internationale, est devenue très compliquée. C'est-à-dire qu'on était ciblés, les lieux qu'on fréquentait, les quartiers qu'on habitait, etc. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience en fait de la complexité dans laquelle j'étais prise, de mon appartenance, que je le veuille ou non, à un certain ordre du monde, hérité du monde colonial. Et cette complexité-là, j'ai été peu à peu incapable de l'appréhender en tant qu'actrice, en fait. Donc ça, c'est vraiment la manière dont j'ai basculé vers la littérature. Bon, il m'a fallu encore quelques années, et notamment en arrivant à Jérusalem. Et alors? Et à Jérusalem, j'ai vraiment pris la mesure de la violence, en fait, de l'enfermement des uns et des autres dans des identités fixes, qui est, à mon avis, vraiment le ressort principal du conflit. C'est-à-dire qu'on considère l'autre pour ce qu'il est, et peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il a à dire, peu importe ce qu'il peut faire, etc., de toute façon, c'est condamné. Donc en fait, c'est toute la réalité qui se fige, parce que plus rien ne peut venir vous surprendre. Alors c'est quelque chose que j'ai appelé dans mon livre sur Jérusalem, le « je sais qui tu es », et c'est quelque chose qui est d'une violence extrême, en fait. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est devenu important, en fait, dans mon travail d'écrivain. D'abord, je continue de m'intéresser à la notion d'engagement, la façon d'essayer de trouver une place dans le monde contemporain, et aussi profondément à cette espèce de carcan qui enferme. Voilà. Et là, je crois quand même à la puissance de la littérature là-dessus. Eh bien, nous allons continuer ce débat dans quelques instants. Bartabas. Évidemment, je le disais, je le rappelle, d'un cheval à l'autre, ce livre où vous racontez ce qu'a été votre vie à travers les chevaux que vous avez aimés, montés, qui pour certains ont disparu. Pourquoi vous êtes là? Parce que, outre ce livre, magnifique d'ailleurs, comme de l'ardeur, de Justine Augier, c'est que tous vos spectacles, même les cabarets équestres du début, convoquent le monde entier, souvent à travers la musique, les chanteurs caucasiens, chanteuses berbères d'opéra équestre, les musiciens du Rajasthan dans Chimère, la musique coréenne dans Eclipse, les danseurs du Kalaripayat dans Triptyque, les moines du monastère de Gyuto au Tibet dans Lungta, les tziganes musiciens de Roumanie dans Batuta, même les Mexicains, je dirais même les morts mexicains dans Caracas. J'ai l'impression que vous avez toujours par vos spectacles, non seulement encore une fois mis souvent le monde sous le chapiteau de Zingaro, mais aussi œuvré pour la paix et pour la réconciliation. Je ne sais pas si je œuvrais pour la paix, mais c'est vrai que c'est un aspect très important de Zingaro dont on parle assez peu, parce que évidemment tout est focalisé sur le rapport homme-chevaux, qui est quand même la spécificité du théâtre Zingaro, qui est une compagnie mi-homme, mi-chevaux. Mais c'est vrai que l'autre aspect qui pour moi est aussi important, c'est de convoquer l'humain à l'intérieur de la compagnie. Et j'ai mis longtemps à le comprendre, d'ailleurs, ce n'est pas le fruit d'une réflexion intellectuelle, c'est qu'est-ce que je cherchais dans cette relation à la musique dans le monde entier. C'est parti d'un fait tout simple, je me suis dit comment un petit gars de Courbevoie comme moi peut pleurer en écoutant une chanteuse de Pansori, un chanteur du fin fond du désert du Rajasthan, alors qu'il ne connaît ni la langue, ni les codes, ni la culture. Et ça, c'est quelque chose dont je n'ai toujours pas la réponse, d'ailleurs, qui pour moi place la musique en art premier, c'est-à-dire au-delà de la culture.
Avant même la culture, la musique permet de réunir les hommes. Et je n'ai pas la réponse d'ailleurs plus loin que ça. Pour moi, ça reste une énigme, quoi. Et en fait, je me rends compte qu'à travers cette recherche d'invités comme ça à l'intérieur, alors il faut expliquer quand même que chaque projet de Zingaro, c'est 2 ans et demi, 3 ans de vie, quoi. Donc c'est pas juste une invitation pour un concert, quoi. C'est partager une petite tranche de vie de 3 ans avec des gens qui viennent du fin fond du monde, d'une autre religion, d'une autre confession, d'un autre mode de vie. Et c'est vrai que c'est... Et depuis des pays qui ne sont pas toujours en paix. Voilà, des pays qui ne sont pas toujours en paix. Donc moi, c'est vraiment... Voilà, dedans, j'ai l'impression d'être un petit peu... comment dire, un cheveu dans la soupe. C'est-à-dire que moi, je travaille en micro-société. J'ai toujours Zingaro est une micro-société. J'analyse depuis 30 ans le rapport de l'homme et l'animal à travers le travail et quelque part aussi la recherche de l'homme universel, quoi. Mais de manière presque inconsciente, quoi. Qu'est-ce qui me pousse à inviter ces gens, à aller les voir au fin fond du désert, les chercher, les faire venir, les convaincre des moines tibétains du fin fond de l'Urana Pradesh pour expliquer ce qu'est Zingaro et ce que va être le projet que je ne connais encore même pas. Je peux vous dire que c'est pas facile. Donc voilà, et qu'est-ce qui me pousse à faire ça? C'est en fait de la recherche d'échange entre l'homme premier presque, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine à travers des choses très concrètes. Et moi, je crois beaucoup à ça. Alors, bien sûr, comme tout le monde, je me tiens au courant, j'écoute la géopolitique, les conflits dans le monde, les conflits de religion, d'ethnie, etc. Mais moi, je peux vous dire que ma plus belle victoire, par exemple à Zingaro, c'est d'avoir fait manger des langas et des mangagnards en Suisse, une fondue ensemble. Parce que les langas sont musulmans, les autres sont hindous, et ils ne mangent pas dans les mêmes plats, ils ne vont pas dans les mêmes toilettes. Et, voilà. Et après 2 ans de travail à Zingaro, ils ont mangé la fondue ensemble dans une assiette, quoi. Et ça, pour moi, c'est des choses assez importantes qui sont des micros, voilà, qui sont des choses de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours, quoi. Apprendre à connaître ces gens, apprendre à accepter la différence, essayer de la comprendre et ne jamais être brutal on ne convainc pas d'autorité. Enfin moi, là-dessus, je suis un peu un amateur, mais ce que je constate quand même, c'est quand un Sarkozy se pointe quelque part et dit voilà, nous on va amener la démocratie, dans certains pays, ça ne veut rien dire la démocratie, quoi. Voilà, quand certains pays se battent depuis des siècles parce qu'une ethnie est plus nombreuse qu'une autre, quand tu votes, bah, c'est celle qui a le plus nombreux qui va gagner et qui va massacrer l'autre, quoi. Il faut juste comprendre ça, quoi. Il y a des gens qui comprennent ça, souvent des dictateurs d'ailleurs. C'est bizarre de dire ça, mais des gens du coin qui comprennent les équilibres, les vrais équilibres géopolitiques que nous, on ne comprend pas. Mais moi, à mon petit niveau tout simple, voilà, c'est juste ça, c'est d'essayer de ne pas imposer. Je peux vous raconter une autre anecdote. Par exemple, quand les langas et les mangagnards arrivent du fin fond du Rajasthan, on leur avait préparé chacun une chambre. On avait peint aux couleurs de l'Inde, alors avec un lit, une petite table de chevet, une douche. Chacun avait sa douche, son cabinet de toilette, etc. Alors on arrive, nous tout fiers, on avait tout préparé. Ils arrivent à Aubervilliers, on leur montre les habitations et je voyais qu'il y avait une gêne quelque part, quoi. Je dis, il y a un problème. Alors, il y avait un traducteur qui a dit oui, il y a un problème. Est-ce qu'on pourrait tirer 3 lits c'est des petits algécos, c'était pas très grand quand même, hein, mais bon, c'est des petites chambres, quoi. Est-ce qu'on peut tirer 3-4 lits ensemble parce qu'on ne peut pas dormir tout seul? Et voilà, nous on arrive avec notre civilisation, on dit on va à l'hôtel, chacun sa chambre, chacun son truc. Eux, ils vivent en famille, ils dorment ensemble, et ça les fait flipper de dormir tout seul dans une pièce, quoi. Voilà, c'est des choses de la vie toutes simples, toutes bêtes qu'il faut arriver à comprendre, je peux vous en raconter une autre vite fait, qui est assez drôle, parce qu'elle est quand même assez marrante. Encore toujours avec eux d'ailleurs, avec eux on a quand même pas mal morflé. Donc ils arrivaient du fin fond des déserts avec leurs bijoux, leurs vêtements, pas de slip, le pantalon, enfin leur culture, quoi. Et on part, alors ils étaient au Aubervilliers, on part en tournée, et je me rappelle toujours, on était à Bruxelles, et ils étaient à l'hôtel en tournée, parce que nous on vit en caravane autour des chevaux, mais les musiciens vivent à l'hôtel, donc avec mon assistante qui les suit pour les aider quand même pendant la journée. Et un jour, le patron de l'hôtel vient me voir, super gêné, il dit « Monsieur Barsabas, je suis désolé de vous dire ça, mais est-ce que vous pourriez dire à vos musiciens d'arrêter de se moucher sur la moquette ?» Alors je regarde comme ça, je dis qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est pas le rocker qui veut se faire remarquer et qui fout le bordel dans sa chambre d'hôtel, histoire de trucs. C'est que eux, naturellement, quand ils marchent dans le désert, pour se moucher, ils n'ont pas de mouchoir, ils se bouchent une narine
Ils font ça, quoi. Et eux, quand ils Que tu traversent fais- le que hall tu de fais l'autel, toujours d'ailleurs à que je fais toujours, bah oui, Berlin. évidemment. Mais eux, en traversant le hall de l'hôtel, c'est de la moquette. Pour eux, la moquette n'a pas plus d'importance que le sable du désert. Et pof, ils se mouchaient. Mais c'est pas absolument pas une provocation ni quoi que ce soit. Voilà. Donc tout ça, ça te met dans des situations que c'est assez étrange parce qu'aller expliquer à un musicien du Rajasthan, bah, tu sais, il ne faut pas se moucher comme ça, en tout cas pas. Voilà. Donc c'est les chocs des cultures, on pourrait appeler ça comme ça, les chocs des cultures. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment sur la compréhension de l'autre et ce qu'il y a derrière tout. À l'origine, bon, on va pas rentrer, moi je ne parle pas de la guerre avec un grand G, si je peux dire, ou de la paix avec un grand P, mais tout simplement la compréhension de l'autre, elle est quand même basée sur l'observation et sur l'acceptation, quoi. Et sur la j'allais dire sur la peur aussi, parce que bon, le racisme, tout ça, c'est basé sur la peur, quoi. Et là, on revient un peu aux chevaux quand même, parce que je ne vais pas trop m'en écarter. Je peux dire que la première leçon que m'ont appris les chevaux, tout le monde m'a toujours dit, mais toi, Bartabas, quand est-ce que tu as commencé? C'est quoi ton premier souvenir? À 5 ans, tu devais faire toc et les chevaux venaient à tes pieds. Non, non, moi, mon premier souvenir, j'étais fasciné par les chevaux. La fascination, c'est un mélange de peur et d'admiration. C'est la définition du mot. Je veux dire, c'était de vaincre ma peur pour pouvoir monter dessus. Quand tu as 5-6 ans, que tu dois monter sur un truc voilà, qui fait 1,62 m de haut, qui pèse 700 kg, je peux vous dire que ce n'est pas naturel, quoi. Voilà. Et donc, la première leçon que m'ont donné les chevaux, c'est ne pas avoir peur de l'autre, ne pas avoir peur de l'inconnu. Et c'est quelque chose, je pense, qui est toujours d'actualité dans le monde d'aujourd'hui. Dernière question avant d'entrer dans le vif du débat. Est-ce qu'avec le temps, vous n'auriez pas tendance à considérer que les chevaux, précisément, sont naturellement pacifiques et les hommes naturellement guerriers? Alors là, si vous rentrez dans le... Moi, je veux bien, mais là, on est au cœur du débat. C'est-à-dire que... Je demande une réponse rapide. Hein. Ben, moi, je vais vous répondre très facilement. L'homme est le seul animal qui a inventé la guerre et ça lui a plu et il continue. Et les chevaux? Les animaux ne font pas la guerre, hein. Les animaux ont une violence animale. On dit souvent le côté animal chez un humain, on calcule ça, la violence. C'est une violence qui est sexuelle, comme chez l'humain. C'est-à-dire que c'est l'énergie sexuelle qui crée la violence animale. Mais chez l'animal, il n'y a pas d'animaux qui font la guerre, ça n'existe pas. Il peut y avoir des conflits sexuels entre mâles, entre dominants, voilà, mais il n'y a pas d'organisation autour d'une pensée pour défendre une idée, etc. Et je peux même vous dire, mais bon là ça serait l'objet d'un long débat, que plus on avance et on fait des progrès de géants en ce moment depuis une dizaine d'années sur l'observation des animaux, de leur comportement. Moi, vous voyez, il y a 10 ans, on m'aurait dit c'est quoi la différence entre un homme et un animal? Je vous aurais dit c'est la compassion. Je vous aurais dit seul l'homme est capable de compassion pour une espèce qui n'est pas la sienne. Et ben, au jour d'aujourd'hui, on sait que c'est faux. Voilà, donc là, j'aurais pu ravaler ça, maintenant je sais que c'est faux. Il y a de la compassion chez les animaux et on n'a pas fini d'en découvrir, je peux vous dire des choses, hein, du comportement animal, de la manière dont... Et moi, je peux vous dire qu'il y a une acceptation de l'autre et de la vie chez l'animal qu'il n'y a pas chez l'homme. C'est ça son problème, quoi. Et bon, là, c'est... Enfin, François Reinhardt, Bonsoir, qui Jérôme. se tait Mais oui, bien sûr, avec depuis plaisir. longtemps. François, J'écoute avec intérêt. je rappelle, diplômé de Sciences Po, journaliste à l'Obs, auteur en 2006 d'un livre, toujours d'actualité, d'ailleurs est sur ma table, c'est une Golden en dessert, un livre sur, je cite, tout ce qui nous donne le cafard et les moyens d'en sortir. Très d'actualité, passionné d'histoire, on lui doit notamment nos ancêtres, les Gaulois et autres fadaises. La grande histoire du monde arabe d'Alexandre le Grand à l'islamisme radical et Historama quand l'histoire explique l'actualité. Première question assez rapide, comme journaliste, François, tu n'as jamais eu l'occasion d'aller, je dirais, sur des fronts de guerre? Jamais. Alors, non, effectivement. Ah, mais j'ai ça répète débuté- le cas depuis le temps. J'ai débuté ma carrière en m'occupant de religion, donc je voyais que des gens qui parlaient de la paix. Hein. J'ai cette chance-là. J'ai cette chance que, d'ailleurs, quand on fait des livres d'histoire, on mesure à quel point on a cette chance de vivre. Moi, je suis né en 1960. Eh ben, j'ai connu un pays en paix depuis, mais il n'y a pas beaucoup de gens au monde qui ont connu 60 ans de paix. Hein. Dans l'histoire, dans l'histoire de France et dans l'histoire de la plupart des pays, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, je jouis de ça et j'en jouis quotidiennement. Moi, dans mon travail de journaliste, effectivement, j'ai vu des disputes, des engueulades, etc., mais jamais de guerre.
Alors, ma seconde question, elle est pour l'historien. À quel moment est-ce qu'on sait quand les écrivains, chroniqueurs ou écrivains, ont commencé à documenter, à témoigner des guerres dont ils étaient les spectateurs? Je vais répondre à votre question, mais je vais répondre autrement, parce que, comme vous l'avez dit, on fait un colloque autour des écrivains et la paix, les écrivains et la guerre. Spontanément, je ne sais pas, mais j'imagine que la plupart des gens, c'est comme ça. Enfin, moi, ce qui me venait en tête tout de suite, c'est la guerre de 14. Parce que l'idée, les écrivains et la guerre, c'est les Croix de bois de Dorgelès, c'est à l'Ouest rien de nouveau, c'est ces grands écrivains qui écrivent la guerre pour la dénoncer. C'est l'idée qu'on a tous, et là, tout à l'heure, Jean-Christophe Ruffin, il me semble, il est totalement dans cette tradition-là, ou Scholastique était dans cette tradition-là aussi, c'est l'idée de la dénonciation de la guerre. La chose qui est intéressante, c'est que historiquement, c'est quelque chose d'assez récent. La plupart des historiens, avant ça, ils étaient pour la guerre. Alors, soit effectivement, là, je reviens à votre histoire, soit pour essayer de l'expliquer. Alors ça, celui qui est associé à ça, dans la tradition occidentale en tout cas, c'est Thucydide. Thucydide, l'écrivain grec, c'est lui-même qui est le premier qui raconte les guerres du Péloponnèse, les guerres entre Sparte et Athènes, et qui par ailleurs est considéré comme un des grands noms, enfin le premier nom de l'histoire scientifique, parce que lui, il explique la guerre non pas en disant c'est les dieux qui veulent, etc., mais c'est parce qu'il les disputes entre les individus, etc. Et par ailleurs, lui, il était stratège, ça veut dire chef des armées à Athènes, donc il connaissait la question, et donc ça c'est une tradition, c'est ce qui explique la guerre. Mais il y a une autre grande tradition des écrivains et de la guerre, c'est ceux qui racontent leur guerre. Jules César, immense, tous les gens qui ont fait du latin ici, ils sont travaillés sur les livres de Jules César, mais ça va beaucoup plus tard. Le grand exemple du XXe siècle, c'est Churchill. Churchill, il a eu le prix Nobel de littérature avec ses mémoires, il était très déçu quand il l'a eu, il voulait le prix Nobel de la paix, lui. Il estimait, il trouvait ça un peu vexant, même si... De Gaulle aurait voulu, en revanche, le prix Nobel de littérature. Tout à fait, et de Gaulle aussi. Donc ça, c'est des gens qui racontent leur guerre, mais qui ne sont pas dans la dénonciation de la guerre. Ils racontent, ils expliquent pourquoi, etc. Et pourquoi ils étaient du bon côté, enfin pour De Gaulle et Churchill, c'est sûr. Jules César, on se demande, parce que là, Jules César, il y a un paradoxe, c'est que il a passé son temps à raconter ses conquêtes. Pour raconter ses conquêtes, il a tendance à monter ses opposants, Jules César. C'est Jules César qui crée Vercingétorix. Vercingétorix, c'était probablement un chef pas très important, mais il en fait un chef énorme pour montrer qu'il était très très fort puisqu'il l'a vaincu. Et c'est comme ça qu'après, bien plus tard, au XIXe siècle, quand on crée l'histoire nationale française, on retrouve Vercingétorix pour en faire un héros en se servant du type qui était contre lui. Vous voyez, c'était les paradoxes. Mais en tout cas, la dernière catégorie d'écrivains qui a été la plus importante dans l'histoire de la littérature, c'est ceux qui ont chanté les guerres du roi. Les chroniqueurs, les historiographes, etc. C'est ceux qui sont... Alors ceux-là, ils sont pour les guerres, mais pour les guerres en disant du bien de la guerre. Les chroniqueurs du Moyen-Âge, ils étaient toujours au service de... En France, je ne sais pas s'il y a peut-être des gens qui se souviennent de ça, mais il y en a un au Moyen-Âge qui s'appelle Froissart. Froissart, c'est à l'époque de la guerre de 100 ans. Mais alors en France, c'est paradoxal, parce qu'à la fois, il écrit un français médiéval, mais quand même très élégant et tout ça, mais en même temps, il dit du bien des rois d'Angleterre. Donc c'est un peu compliqué. Ou bien j'avais un autre exemple, que j'avais trouvé ça un jour dans une histoire de XVIIe siècle, qui est assez amusant, c'est Louis XIV. Alors évidemment, Louis XIV, il voulait tout le temps qu'on chante ses guerres, qu'on chante ses conquêtes. Tout était fait pour ça. L'Académie, on connaît l'Académie française, ça c'était avant Richelieu, mais l'Académie de l'époque de Louis XIV, c'est l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Elle était faite pour qu'on inscrive sur les monuments la gloire des conquêtes de Louis XIV. Elle est faite pour ça au départ. Et donc il avait créé le poste d'historiographe du roi, et il y en avait deux qui étaient les historiographes du roi, c'est Boileau et Racine. Boileau et Racine, des noms extrêmement importants pour la littérature française. Mais alors, sur le côté de l'historiographie, c'est un peu plus douteux parce que, en général, Louis XIV, il passait son temps à aller faire des conquêtes, mais eux, ils n'étaient pas très chauds pour y aller. Alors là, sur les versions que j'ai trouvées dans les histoires sont divergentes parce qu'il y a des versions qui disent que Boileau suivait pas Louis XIV dans ses conquêtes parce qu'il avait des problèmes de santé, et que Racine n'y allait pas parce qu'il traînait toujours un peu. Et puis il y a d'autres versions qui disent parce qu'ils détestaient ça, ils étaient allés une fois, et l'horreur, le canon, le machin, etc. Donc du coup, il restait à Versailles. Et une fois, paraît-il, Louis XIV s'est fâché parce qu'il avait conquis la ville de Gand. Il était très très mécontent parce que Racine n'était pas là. Donc il fait une remarque à Racine qui était très très
un immense tragédien, hein, magnifique, hein, mais un courtisan immense aussi. Donc lui, il avait préparé son beau mot, et donc il dit à Louis XIV, c'est de la faute de mon tailleur qui est trop lent. Je lui ai commandé un costume de combat, mais il était tellement lent à le faire que votre majesté a pris la ville avant. Donc voilà, c'est comme ça qu'il se débrouillait. Bernard-Henri Lévy avec Sarkozy. C'était le Bernard-Henri Lévy de l'époque, voilà, absolument. Cela dit, un mot, parce qu'effectivement, la Première Guerre mondiale a fourni une littérature incroyable, très souvent d'ailleurs très hostile, écrite, je pense de Barbus effectivement à Genevois, à ceux qui ont participé à cette grande guerre, très hostile à l'idée même de guerre, avec autant de millions de morts, mais ça n'a jamais empêché la seconde. Oui, toute la question, elle est là aussi. C'est très juste. Hein. Alors, vous avez tout à fait raison. La guerre de 14, c'est un moment important parce qu'effectivement, d'abord, il y a ces écrivains-là que nous, on a en mémoire, mais il y en a d'autres qui étaient les pousseurs, les va-t-en-guerre. Ceux-là, on les a plus oubliés. Maurice Barrès, qui était l'homme de l'extrême droite, l'anti-Dreyfusard, etc. Maurice Barrès, il passait son temps tous les jours dans le Figaro à faire des trucs, allez-y, au combat, machin, le fils de France, machin. Le Canard enchaîné qui est né dans ces années-là, il l'appelait le rossignol des carnages. Hein. Donc il y avait ça aussi. Il y avait aussi celui qui pensait que son rôle d'écrivain, c'était d'exhorter, de pousser, à la vaillance. Si je me souviens bien, dans la Marseillaise, il y a un couplet comme ça. Il y a les jeunes qui vont au combat et les vieux qui exhortent. Il y a un truc de ce genre-là. Bon. Donc ça, c'était la pose de l'écrivain. Mais effectivement, par ailleurs, dans les dénonciateurs, les gens qui dénoncent la guerre, nous, on les a gardés en tête. Hein. Vous disiez le feu de Barbus. Alors en travaillant là-dessus, j'ai trouvé que le feu de Barbus, il a eu le prix Goncourt en 1916. Il a été adulé par les gens qui étaient au front parce qu'il racontait la vérité du front et détesté par l'arrière. On trouvait que c'était un bouquin défaitiste. On trouvait que c'était un bouquin, c'était scandaleux, pourquoi on avait le prix Goncourt à ce livre-là. Bon, il a quand même eu le prix Goncourt en 1916. Hein. Donc ça, ce que n'a pas eu d'Orgelès. Ce que n'a pas eu d'Orgelès parce qu'il s'est fait voler le truc par Marcel Proust, oui, qui n'avait pas fait la guerre, lui. Ouais, justement, c'est ça qui est intéressant, je veux dire, c'est le contre-pied. Maintenant, comme tu dis très justement, on n'a pas connu la guerre. Et on écrit sur la guerre, et puis pendant que des gens s'écharpaient, il y a quand même un mec qui a écrit un truc sur le souvenir d'une Madeleine, quoi. Oui. Ah, et puis ça l'a pas... Oui, parce qu'il l'a eu en 1919, et probablement il y avait l'idée... Pendant que les gens s'écharpaient dans les tranchées, quand même. On en a assez, quoi. Et effectivement, mais pour répondre à ta question, Jérôme, effectivement, il y a toute cette littérature-là, et toute cette littérature-là n'empêche pas la guerre suivante, avec toujours ce paradoxe qui est que ce paradoxe, c'est pas la même guerre. C'est-à-dire que dans les années 30, il y avait tout un courant pacifiste qui justement avait lu cette littérature-là et qui disait on veut plus y aller, on va pas recommencer, etc. Et c'est eux qui poussaient à ce qu'on accepte tout ce que Hitler a fait, qui était du côté de l'apaisement, qui était du côté de Munich, etc., pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre, hein, qui étaient des raisons tout à fait nobles, qui étaient, on nous a fait le coup une fois on était à la boucherie, pas deux fois, oui, mais sauf que la deuxième fois, c'était pas la même guerre. C'était pas une guerre entre des pays frères qui auraient pas dû se taper dessus, c'était une guerre contre un régime totalitaire qui voulait écraser tout le monde, donc effectivement, c'était un peu différent. J'en viens d'ailleurs à une question que je pose en particulier d'ailleurs à Justine Augier, mais aussi au lecteur qu'est François Reynard et à l'écuyer écrivain Bartabas, c'est est-ce que écrire, même dans des pays en paix, est-ce que c'est prendre parti? Quand on est devant des conflits, des oppositions radicales comme celle qu'a connue Justine, notamment à Jérusalem, mais aussi en Israël, mais aussi en Afghanistan, et aussi au Liban, est-ce qu'écrire, ne serait-ce qu'en témoignant, c'est prendre parti pour l'un ou pour l'autre? Alors, je ne sais pas s'il s'agit vraiment de témoignage, en tout cas dans mon cas, dans ce que j'écris, mais oui, je pense qu'il y a une forme d'engagement de toute façon, ça c'est sûr, mais je pense que de toute façon, se mettre à écrire, c'est déjà... Enfin, quel que soit le sujet qu'on va traiter, c'est déjà une forme d'engagement, c'est déjà une tentative de trouver une façon d'être au monde, de faire, de partager sa vision. Donc oui, il y a une prise de parti, mais je pense que la force de la littérature, c'est de ne pas le faire de façon binaire, enfin de façon univoque. Ça c'est pour moi extrêmement important. Ou alors on ne fait plus de la littérature, c'est autre chose. Mais en revanche, le faire en abordant la complexité des choses, ça ne veut pas dire non plus le faire de façon molle. Enfin, je crois que de toute façon...
Oui, On est dans un questionnement qui est très fort. On est quand même dans un questionnement du réel. On est dans un questionnement des choses telles qu'elles vont. Enfin, et ça, c'est déjà, je crois, une forme d'engagement assez fort, quoi. Oui, parce qu'on en vient aussi à cette... moi, quand on m'a dit qu'il faut animer un débat sur la paix et la littérature, évidemment, j'avais en tête cette idée qui est toujours d'ailleurs en vigueur, selon laquelle voilà, on ne fait pas de la bonne littérature avec des bons sentiments. Et donc, on ferait de la meilleure littérature avec des conflits, avec de la guerre, qu'avec de la paix. Est-ce que cette idée-là... c'est le forum de la guerre ou c'est le forum de la paix, là? Non, mais c'est une question que je pose. Hein. Moi, je me suis posé la question de la paix. Justement, qu'est-ce que c'est la paix pour... enfin, toujours dans mon registre, dans mon mince petit registre, mais de l'homme et de l'animal, on va dire, quoi. Qu'est-ce que la paix, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire être en paix avec soi-même? Ça commence par ça, la paix, on oppose la paix à la guerre, mais la paix, c'est quelque chose de très personnel, hein, c'est très... chacun, qu'est-ce que ça veut dire à chacun d'être en paix avec soi-même, quoi? Et donc moi, dans ma lecture qui est un peu monomaniaque, hein, j'aurais tendance à dire que l'animal est plus en paix avec lui-même que l'humain, quoi. L'humain, il a un gros problème déjà, quoi. Hein. C'est que déjà, à l'âge de 5-6 ans... Le problème de l'animal, c'est que je ne peux pas le faire venir à ce débat parce qu'il ne lit pas. Bah, je sais, il ne parle pas non plus, c'est compliqué. Et il n'écrit pas. Mais voilà, le problème de l'humain, quand même, si on veut revenir à la base du truc, c'est quand même qu'à l'âge de 5-6 ans, il sait qu'un jour, il va mourir. Plus il avance en âge, plus ça se précise, plus c'est qu'il a un certain temps sur Terre, d'où son problème. C'est-à-dire que voilà, il faut qu'il invente un Dieu pour répondre à cette question, il faut qu'il fasse de l'art, il faut qu'il écrive, il faut aussi qu'il s'exprime pour exister au-delà de lui-même. Pourquoi? Pour être en paix avec lui-même quelque part, quoi. L'animal ne se pose pas cette question, il est en paix avec lui-même, quoi. C'est cette notion-là de paix, tout simplement, qu'il faut déjà savoir analyser, parce que si on veut vraiment prendre un peu de hauteur et aller au-delà des conflits, machin, pourquoi les hommes ont inventé la guerre? Moi, je pose simplement cette question. Voilà, pourquoi les hommes n'ont... Je pense que ça peut paraître complètement con et idyllique cette question, mais pourquoi les hommes n'ont simplement pas vécu en paix? Et vous avez une idée? Non. Mais j'y travaille, rassurez-vous. François, oui, là, ma double question, c'est-à-dire, est-ce que, et dans les livres que tu as lus, est-ce que tu penses que écrire, c'est forcément s'engager, comme disait Justine, et donc prendre parti? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut faire des bons livres qui œuvrent pour la paix? C'est ça ou c'est la question? Alors, je crois que je vais répondre à la question, mais en biaisant un tout petit peu. Parce qu'effectivement, la question aussi, c'est est-ce qu'un bon écrivain, il doit forcément être du bon côté par rapport à une question, par rapport à un problème historique? Et là, il y a un exemple qui me venait, qui me fascine, c'est l'exemple, il y a un poète espagnol que tous les Espagnols adorent, qui s'appelle Antonio Machado. Antonio Machado, c'est un poète de l'époque, qui est mort, et il est mort à Collioure d'ailleurs pendant la guerre civile espagnole, à la fin de la guerre civile espagnole, et tous les Espagnols le connaissent parce qu'il a été repris, il y a des chansons qui ont été faites par un chanteur qui s'appelle Joan Manuel Serrat, et c'est un peu comme pour nous avec les poèmes d'Aragon et les chansons de Ferrat, etc. Et donc Antonio Machado, c'était un homme qui était aujourd'hui considéré comme le plus grand poète espagnol par tous les Espagnols, et il était du bon côté, il était du côté républicain. Hein, il était à Madrid au moment du début de la guerre civile, et puis ensuite Barcelone, et puis ensuite quand il a fait ce qu'on appelait la retirada, hein, quand tous les gens qui ont passé du côté des Pyrénées, puis il est arrivé en France avec sa mère, il était épuisé, il est mort à Collioure, il est enterré à Collioure. Et Antonio Machado, il avait un frère. Enfin, il avait plusieurs frères, mais il y en a un qui s'appelle Manuel Machado. Et Manuel Machado, il était également, comme lui, il était poète, il était dramaturge, comme son frère. Ils étaient très amis, ils étaient très liés. Toute leur carrière ont été faites ensemble. Ils sont venus à Paris, où ils étaient amis avec les mêmes poètes, les mêmes machins, etc. Et au début de la guerre civile, en 1936, au début de la guerre civile, au moment du coup d'État de Franco, il y a Antonio Machado qui est à Madrid, et il y a Manuel Machado avec sa femme qui va à Burgos, et à Burgos, il se retrouve coincé. Vous savez, le coup d'État de Franco, il a été fait depuis le Maroc, mais les villes espagnoles ont choisi leur camp, les casernes, hein, c'était un coup d'État militaire, il y a des casernes qui sont allées du côté républicain et des casernes du côté franquiste. Donc là, c'était une espèce de peau de léopard au départ, l'Espagne. Il y avait des villes qui étaient d'un côté, des villes de l'autre. Lui, Manuel Machado s'est retrouvé à Burgos. Et là, à Burgos, alors... Lui, on le considérait comme plutôt républicain, il avait été un moment proche du PC, et à ce moment-là, il a assez rapidement tourné kazakh et il est devenu franquiste.
Et donc, il est devenu franquiste et il a accepté des postes et il est mort pas très longtemps après la guerre, mais il est mort, il était directeur de musée, il était considéré comme un grand franquiste, etc. Et il y a un grand critique espagnol, un romancier qui s'appelle Trapiello, qui a travaillé là-dessus, qui a fait le grand livre sur la guerre civile et les lettres espagnoles. Hein. Et lui, il dit un truc que je trouve assez beau, il dit Manuel Machado est tombé du mauvais côté de l'histoire. Parce qu'il raconte toute la thèse de ce livre-là, c'est de dire les phalangistes ont gagné la guerre, mais les communistes en ont fait le récit. Les uns ont gagné le récit de la guerre d'Espagne et les autres ont gagné la guerre d'Espagne. Et donc, il y a un frère qui était d'un côté et un frère qui était de l'autre. Au départ, dans les années 30, tout le monde pensait que les deux avaient la même valeur, et maintenant il est entendu qu'il y en a un qui est un grand poète et l'autre qui n'est pas un grand poète. C'est quelque chose d'intéressant. Après, moi je ne suis pas capable de juger, et évidemment, je dis ça je me sens évidemment plus proche d'un républicain que d'un franquiste, hein, ça c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que la littérature, est-ce qu'elle est au-dessus ou pas? Mais vous connaissez bien la question pour votre travail sur tout le côté, les écrivains et la collaboration, la résistance, etc. C'est la même thématique. Oui, d'ailleurs, une question que je me suis souvent posée, c'est est-ce que les écrivains sont des voyants? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont capables de prévenir les guerres, de les annoncer? C'est aussi un des thèmes qui était en vigueur à Caen, et je n'ai jamais eu la réponse. On peut, oui. Il y a quand même quelqu'un qui a écrit la Bible un peu pour ça normalement, mais bon, ça n'a pas marché. Hein. Alors là, moi, là, je reviens à la guerre de 14, parce que historiquement, elle est très intéressante. La guerre de 14, elle est très intéressante parce que avant la guerre de 14, il y a plein de gens. Personne ne l'a vu venir. Hein. Personne ne l'a vu venir, et il y avait la moitié de l'Europe. Enfin, là où peut-être 30% de l'Europe qui étaient des socialistes et donc des pacifistes qui disaient crosse en l'air, on la fera jamais. Hein, Jaurès, il plaidait pour ça, etc. Et Jaurès, il est assassiné le 31 juillet, je crois, de mémoire, hein, en 1914. Et là, l'Humanité titre « Ils ont tué Jaurès ». Genre, voilà, le type qui disait jusqu'au 31 juillet, Jaurès, il disait « On n'ira pas, on refusera, on ne fera pas cette guerre. C'est un truc du capitalisme pour empêcher les classes ouvrières de s'entendre entre elles, etc. Hein, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, c'était l'idée. Et il est tué, et le lendemain, ou 2 jours plus tard, il y a l'Allemagne qui menace et qui déclare la guerre, et l'Humanité titre « Défense nationale d'abord ». Et là, tout le monde y va. Tout le monde le seul qui n'y va pas, c'est Romain Rolland, en fait, dans les écrivains. Hein. Les écrivains, ils vont tous au front, ils sont tous embarqués, etc. Et Romain Rolland, donc c'est le seul qui dit, mais alors il se trouve que par hasard, il passait son été en Suisse, donc il n'était pas à Paris. Lui, il était en Suisse, il était à Genève, je crois, ou quelque part dans les montagnes suisses où il passait son été, et il a dit, je ne reviens pas en France, et il est devenu le grand écrivain, la grande figure pacifiste, hein, qui a écrit ce manifeste magnifique qui s'appelle « Au-dessus de la mêlée ». En septembre 1914, il écrit « Au-dessus de la mêlée », genre, moi je ne veux pas de cette charpie, je ne veux pas de cette boucherie, etc. Il a été haï par tous les écrivains français et allemands, lui crachaient dessus, salopard, traître, ordure, etc. Alors qu'à mon modeste sens à moi, je pense que c'est le seul qui avait raison. Mais il était le seul. Alors le temps passe très vite, évidemment, votre belle compagnie. On a commencé par des récits personnels, cette rencontre autour de la paix. Je voudrais qu'on la termine aussi avec des histoires plus personnelles, avec vous trois. Et je me tourne d'abord vers Justine Ogier, parce que, évidemment, mais ça j'ai eu la réponse en début de rencontre, on ne sait toujours pas ce qu'est devenu Razan, à laquelle vous avez consacré votre livre de l'ardeur. Sur quoi est-ce que vous écrivez aujourd'hui? Et est-ce que vous écrivez toujours dans l'esprit d'être au plus près de ceux qui sont souvent les victimes, comme l'a été Razan, des pires régimes, ou est-ce que vous êtes au contraire, vous avez choisi de vous évader dans le monde de la fiction, du roman pur, loin des conflits du monde? Alors, je voudrais juste d'abord revenir sur votre question précédente, sur ce que pouvaient les écrivains pour prévenir les guerres, face aux menaces, etc. Je pense qu'il y a quand même une chose fondamentale dont on n'a pas encore parlé, c'est la responsabilité de l'écrivain par rapport à la langue. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose de fondamental. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on est quand même, je pense que quand il y a des périodes de l'histoire où les crispations deviennent plus fortes, il y a
une perte de capacité de dire le réel et de l'interpeller. C'est-à-dire qu'il y a très souvent une déconnexion entre les signifiants, les signifiés. Il y a une suspicion sur l'information, il n'y a plus de réalité partagée, etc. Enfin bref, je pense que la langue souffre beaucoup en fait. Et les clichés aussi l'envahissent beaucoup. Enfin, ça, c'est quelque chose. Arendt racontait à quel point elle avait été fascinée par la langue d'Eichmann pendant le procès. C'était une langue qui était inapte parce c'était une succession de clichés. Et ça tue la pensée. Et quand il y a l'incapacité de penser, généralement, c'est là que le mal vient se loger. Donc là, je crois qu'il y a quand même une responsabilité fondamentale, et c'est Elias Canetti qui disait et donc à cette époque-là, qui disait donc l'écrivain était le garant de la langue. Et ça, je crois à cette responsabilité. Alors, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est voilà. une belle réponse, en tout cas. J'aime y croire. Oui. Et quant à mes projets en cours, non, j'ai pas tout à fait tourné la page de la Syrie. Et je viens de terminer un livre en fait qui raconte l'histoire d'un intellectuel syrien dont la femme a disparu en même temps que Razan Zeytouneh et qui s'est exilé en Allemagne, à Berlin, aussi dans l'idée, lui, de trouver dans l'histoire européenne en fait de quoi éclairer l'histoire syrienne. Donc c'est assez intéressant tous ces échos. Et donc oui, non, je reste du côté de cela que Victor Serge appelait les intelligences vaincues, c'est-à-dire ces engagés qui le font de façon profondément libre, qui s'engagent de façon très libre et qui, j'ai l'impression, malheureusement, toujours perdent la partie. Donc oui, moi, ma responsabilité, elle est aussi de continuer à raconter leurs histoires. Et ça sera tout bientôt alors, le livre. En janvier. En janvier. Et dernière question, mais comme elle est indiscrète, vous pouvez ne pas me répondre. Vous avez habité tous les pays du monde, si j'ose dire. Aujourd'hui, où êtes-vous le plus heureuse ? Dans quel pays ? Non, j'ai été très heureuse dans tous les pays que j'ai habités à certains moments de ma vie. J'ai été très heureuse à Beyrouth, qui est une ville à laquelle je pense beaucoup ces jours-ci, évidemment. J'ai été très heureuse à Jérusalem parce que c'est quand même, on a malgré tout l'impression d'être un peu au centre du monde quand on y habite. Et aujourd'hui, je suis à Paris et ça me semble follement exotique. Merci Justine Augier. Bartabas. Alors, est-ce que vous auriez pris le virus de l'écriture d'abord après d'un cheval l'autre, puisque vous parliez d'être en paix avec vous-même? Est-ce que vous allez continuer à l'être en écrivant? D'abord, je vais faire comme elle. Je voudrais répondre à la question d'avant un petit peu, en rajouter aussi un peu dans le même esprit. C'est que je trouve qu'on a beaucoup axé autour c'est pas par hasard, un peu du journalisme, de l'écriture, de l'écrivain de guerre. Mais si on parle du rôle de l'écrivain pour la paix, moi je pense que l'écriture c'est quelque chose quand même qui s'adresse à chacun. C'est pas un discours l'écriture, c'est pas un spectacle, c'est quelque chose de personnel que chacun prend à son rythme, à sa façon et qui vous pénètre à l'intérieur. Et je pense qu'on n'a pas assez parlé du rôle des poètes. C'est-à-dire que le poète écrivain, pour moi, c'est un des principaux écrivains de la paix, quoi. C'est-à-dire, c'est pas celui qui traite l'actualité, c'est pas celui qui traite la réponse tout de suite, c'est celui qui travaille en profondeur chez le lecteur et qui va l'améliorer, son humain, et donc qui est vecteur de paix, quoi. Et voilà, c'est en particulier de Ségalène dans Entreaperçu. Oui, de tous les poètes en général. Je pense que voilà, c'est important ce rôle-là, c'est-à-dire que ça travaille en profondeur chez le lecteur, quoi. C'est pas traité, c'est pas seulement. Là, on a parlé beaucoup de la littérature qui rencontre, qui prend parti, qui commente, voilà, mais il y a aussi le travail auquel moi je crois. Enfin, pour moi, le fait d'avoir écrit me permet de dire ça maintenant. Je n'aurais pas dit avant. C'est que pour moi, la vraie parole, c'est la parole écrite. C'est-à-dire que la parole, voilà, le discours, ce n'est que la vraie parole, c'est la parole écrite. C'est celle qui reste, c'est celle que chacun peut accepter à son rythme, peut pénétrer à son rythme et qui dure, quoi. Et voilà, et je pense que le rôle, si vous me dites c'est quoi le rôle de l'écrivain dans la paix, c'est justement, moi je dirais plutôt le poète d'ailleurs, mais ça peut être aussi la hauteur de l'écrivain, c'est-à-dire qui améliore l'être humain de l'intérieur. C'est cet aspect-là pour moi me paraît important. Enfin, voilà. Et puis dernière question, est-ce que vous allez quand même, depuis Exanima, on se pose plein de questions évidemment sur
sur voilà, dernier spectacle, plus de spectacles de Bartabas. Alors le 3 novembre, ça commence 20h30 à Aubervilliers. Profitez-en si vous voulez acheter vos places. Hein. Ça s'appelle Entretien silencieux. C'est moi tout seul sur un cheval. J'ai tout viré. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de musique, il y a encore un cheval. Et Non, mais déjà dans le dernier spectacle, il n'y avait plus de cavalier, il y avait Voilà. en liberté. Voilà. C'est un homme et un cheval qui s'écoutent. Voilà. Alors, que sont devenues les musiques du monde alors? Et ben voilà, j'ai tout viré quoi. Et non, mais c'est vrai en plus. Mais bon, non, sinon, oui, Covid oblige, je me suis lancé dans un autre truc encore. On va voir ce que ça donne. Mais bon, c'est un projet un peu ambitieux au niveau de l'écriture. Et où il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre. Ah si, il y aura des... en gros, ce que je pressens derrière, parce que je ne sais pas trop pourquoi, quand j'écris un truc, je ne sais pas trop pourquoi, c'est essayer de raconter comment l'animal est devenu homme, mais de manière poétique, pas de manière scientifique, quoi. Quel est le glissement qui fait que je pourrais le rapprocher, c'est pas ce que je vais faire dans le livre, mais c'est vrai qu'avoir travaillé pendant 40 ans avec des chevaux, à part le fait d'avoir fait des spectacles, etc., j'ai pu assister à comment par le travail, comment par l'acquisition d'un savoir, donc par le travail, l'animal peut devenir un peu humain. Exactement comme si nous sommes devenus des humains, on est passé de l'animal à l'humain, on l'a fait par le travail. Car les humains sont les seuls animaux qui travaillent. Merci Bartabas. Et enfin, François Reinhardt. Moi, j'ai toujours été très admiratif de te voir brasser la grande histoire sans être jamais déprimé, parce que franchement... Hein oui, alors c'est vrai. Hein, il y a quand même de sûr. bonnes raisons. Non, on se dit, oui, mais la guerre de 100 ans, c'est vieux, quoi. Donc, oui. Oui, mais enfin, tu t'es rapproché quand même de notre époque. Donc, ma question, elle est évidemment pour l'avenir. Est-ce que tu vas continuer à brasser la grande histoire et surtout à y trouver des raisons d'optimisme et pas uniquement des raisons de pessimisme? Je ne sais pas s'il y a des raisons d'optimisme, mais en tout cas, moi, ce que je trouve passionnant dans l'histoire, aujourd'hui, il y a un débat dans l'histoire. Il y a le côté, il y a toute une part de la société française qui dit l'histoire de France, c'est un bloc, il ne faut pas y toucher, etc. Bon, Macron l'a dit il n'y a pas longtemps, l'histoire de France, c'est un bloc, mais il y a tout le côté, disons, Zemmour, etc. C'est-à-dire que comme si l'histoire était un espèce de panthéon devant lequel il faut se prosterner tout le temps, avec que des héros qui succèdent, etc. Moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Je pense que l'histoire, c'est un endroit où on doit essayer d'exercer notre intelligence critique. On doit faire de la pédagogie dans l'histoire. On doit essayer de lire dans l'histoire pour essayer de ne pas refaire les mêmes bêtises et les étudier au maximum pour essayer d'améliorer, pour essayer de faire que cette chose qui s'appelle le progrès, que les choses soient mieux aujourd'hui qu'elles étaient hier. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de continuer inlassablement à étudier les guerres du passé pour essayer qu'il n'y en ait pas trop demain. On peut imaginer... C'est la définition de l'humain. Il a travaillé à la guerre. Hein, grande histoire de la paix ou pas? Ça serait possible, ça, ou pas? Avec plaisir, je vais y songer. Bon, en tout cas, lisez-les. Je suis ravi que ce Forum mondial Normandie pour la paix se termine avec des écrivains, avec des artistes, parce que c'est avec eux, je pense, qu'on peut vraiment construire la paix. Merci Justine Ogier, merci Bartabas, merci François Reinhardt. Et merci à vous. Bravo, un immense merci. Quelle soirée grâce à vous. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver d'une meilleure soirée de clôture. Et je trouve que c'est tout à fait à l'image de ce Forum mondial pour la paix. On tient véritablement à mettre toutes les formes de culture en avant. On a beaucoup parlé photographie, on a parlé art aussi avec Annie-Laure Banon, avec les Braves qui nous accompagnent chaque année. Et donc ce soir, la littérature. Et je trouve que dans le casting de ce soir, eh bien, se révèle toute la diversité aussi de ce que l'on essaye de mettre en avant dans ce forum. On voit bien que ce sont vraiment des histoires très diverses qui sont éclairées là ce soir et qui sont vraiment données avec beaucoup d'authenticité à chaque fois. Et ça, je pense que c'est la marque de fabrique de ce forum. On essaye d'abord et avant tout de mettre notre humanité en avant. Ça a été dit, faire en sorte que l'autre ne soit pas vu comme un ennemi, mais d'abord comme un être humain qui nous ressemble. Et donc, un immense merci encore à vous. Et en effet, Frédéric, c'est la clôture de cette 3e édition du Forum mondial Normandie pour la paix. Je veux dire qu'on n'était pas sûr qu'on réussirait à tenir cette 3e édition. On a bravé le Covid, moi je suis bien d'accord. On a bravé la tempête. Et des remerciements d'abord ce soir
pour Jérôme Garcin, pour l'ensemble de ses invités, des remerciements pour l'Obs, vieux compagnon de route. Et c'était une très belle journée, c'était très beau de terminer avec de la littérature. Merci au public qui est venu très nombreux. Je le dis au maire de Caen qui nous a rejoints tout à l'heure. 6000 personnes depuis hier matin. 6000 personnes depuis hier matin, avec la conviction très profonde qu'on s'est lancé il y a 3 ans dans une aventure un petit peu utopiste, assez audacieuse. Je pense que l'intuition est bonne. On va continuer sur ce chemin avec de la passion, avec une âme, avec la volonté de penser la paix dans toutes ses dimensions. On vous donne rendez-vous pour la 4e édition très bientôt. Et puis Normandie pour la paix, ça continue. On ne s'arrête pas entre 2 éditions. On a plein de projets, plein d'idées à travers le monde. C'est pas que en Normandie, c'est sur les 5 continents. Vive la paix et merci à tous et à très vite. Bravo, rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Thank you.